Alors les amis, est-ce que vous vous posez des questions sur votre travail comme est-ce que je suis toujours à la bonne place ou dans la bonne entreprise ? Moi, vous savez, je me suis moi-même posé toutes ces questions et j'ai fait le grand saut il y a plus de 17 ans en changeant de voie et de métier. Et j'ai mis plusieurs années à mettre en place mon changement professionnel et j'aurais aimé à l'époque pouvoir être accompagnée. C'est pourquoi aujourd'hui je suis heureuse de vous présenter notre partenaire, Chance, qui propose un bilan de compétences 100% en ligne pour vous aider à construire votre projet professionnel. Avec Chance, vous alternez des activités en ligne et des visios avec un coach professionnel choisi sur mesure pour vous aider à renouer avec vos aspirations profondes. Et le petit plus que j'aime particulièrement et qui change tout, c'est la force et la présence de la communauté Chance. En résumé, un vrai accompagnement sur 12 semaines pour construire le projet pro qui sera en harmonie avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors en plus, le parcours est 100% finançable grâce à votre compte personnel de formation. Alors les amis, c'est le moment de profiter de l'été pour prendre du temps pour vous et de votre avenir. Rendez-vous sur le site chance.co pour faire le point avec un conseiller et préparer votre nouvelle vie pro pour la rentrée. Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le podcast à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Je suis Alexandre Dana et chaque semaine, j'accueille à mon micro une personnalité de moins de 35 ans afin de discuter de sujets positifs et inspirants qui vous encouragent à grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. L'efficacité de l'hypnose n'est plus à démontrer. Le golfeur Tiger Woods pour améliorer sa concentration et sa performance, l'acteur Matt Damon pour arrêter de fumer, la chanteuse Lily Allen pour perdre du poids, ou encore Kate Middleton, l'épouse du prince William, héritier du Royaume-Uni, pour surmonter sa phobie de l'accouchement. Les témoignages sont nombreux. Mais aujourd'hui, c'est le sujet du sommeil qui va nous intéresser. On le sait, bien dormir est essentiel pour notre bien-être physique et mental. Alors qu'environ 10 millions de Français prennent des somnifères pour s'endormir, est-ce que l'hypnose de sommeil peut nous aider à nous endormir rapidement et profondément ? Comment fonctionne une séance anti-nuit blanche ? D'où viennent nos insomnies et qu'est-ce qui explique l'efficacité de l'hypnose ? Maître praticien en hypnose ericksonienne, mon invité du jour est spécialiste du sujet et a déjà aidé des milliers de personnes à s'endormir. Il travaille activement à la démystification de l'hypnose en France via une chaîne YouTube et un ouvrage auto-édité intitulé « Petit guide du langage hypnotique à l'attention des hypnotiseurs débutants et professionnels ». Il vient enfin de lancer l'école de formation professionnelle à l'hypnose, une formation à l'hypnothérapie qui remet au centre le lien humain. Bienvenue Thibaut Goutier. Bonjour Alexandre. Alors en introduction Thibaut quand même, un petit avertissement. On va parler du sommeil ensemble, de l'hypnose de sommeil et on va peut-être même faire quelques exercices en direct. Donc on recommande à celles et ceux qui nous écoutent de ne pas écouter cet épisode en voiture ou durant une activité qui demande de la vigilance, évidemment. Ça te va ? Ça me va. Ou alors d'accélérer, de sauter au moment où on fera l'exercice, parce qu'effectivement, en voiture, ça risque d'être un peu compliqué. Alors Thibaut, on a l'impression que depuis le Covid, il y a une généralisation des insomnies. Et l'association 60 millions de consommateurs a alerté contre un risque d'addiction aux somnifères de plus en plus grand. Tu t'es fait connaître sur YouTube par tes vidéos d'hypnose anti-insomnie. Est-ce que tu constates à ton niveau un problème en augmentation ? Est-ce que je constate un problème en augmentation ? En tout cas, je vois déjà que sur la chaîne YouTube, il y a beaucoup de gens. Donc je vois que c'est effectivement un problème qui est très présent. Au niveau francophone, en règle générale, parce que du coup sur YouTube, j'ai quelques statistiques et que je vois qu'il y a beaucoup de gens de France, mais aussi de Canada ou d'autres francophones ailleurs. Donc je pense que c'est pas, en tout cas pas seulement en France, mais que c'est un peu partout. Oui, à la suite du Covid, de toute façon, il y a des études qui ont été publiées qui montrent qu'il y a une explosion, par exemple, de l'anxiété. Et évidemment, l'anxiété est aussi liée au sommeil, c'est-à-dire que c'est difficile de s'endormir quand on est anxieux de ce qui pourrait se passer demain, la semaine prochaine, quand on est dans un état de tension. Et donc, oui, il y a de plus en plus de problématiques de sommeil, et je suis très content de savoir justement ce que tu disais là, chose que j'ignorais, que la sonnette d'alarme a été tirée par rapport aux hypnotiques, par rapport à tous les produits, toutes les drogues qui peuvent aider à dormir, qui ont un vrai usage, il ne faut pas le diaboliser du tout. Ça a un vrai usage. C'est important que ce soit
l'une des cartes qu'on puisse utiliser quand on a des problèmes de sommeil, mais c'est pas la seule. Et c'est vrai que la France est un des pays en Europe qui consomme de loin le plus de somnifères. Alors si on s'intéresse aux causes, c'est quoi les causes les plus fréquentes de troubles du sommeil ? Qu'est-ce qui nous empêche de nous endormir ? On vient de le dire, déjà il y a l'anxiété. L'anxiété à ne pas confondre avec le stress. Donc pour ceux qui nous écoutent, en règle générale, on divise le stress et l'anxiété d'une manière assez simple. Le stress, c'est naturel. C'est une voiture pile devant nous, on va se retourner, on va sentir qu'on va avoir le cœur qui va accélérer d'un coup, on va sentir des sueurs froides, il y a quelque chose qui se passe corporellement. Ça, c'est le stress. C'est le corps qui réagit à un stimuli extérieur, et c'est naturel, et heureusement qu'on l'a parce que ça nous protège. Et de l'autre côté, il y a l'anxiété. Et l'anxiété, c'est des phénomènes corporels qui sont liés à « j'ai peur qu'il se passe quelque chose ». J'imagine qu'il va se passer quelque chose, alors qu'il ne se passe rien, mais j'imagine que demain ou qu'après-demain ou plus tard, il va se passer quelque chose. Alors souvent, c'est des choses qui sont totalement fantasmées. Parfois non, parfois c'est vraiment lié à un environnement qui est un environnement nocif, qui est un environnement toxique, ou alors en tout cas qui nous va pas, et on devrait soit travailler l'environnement, soit travailler notre lien avec cet environnement-là. Mais déjà, il y a l'anxiété, cette explosion-là, qui joue énormément sur le sommeil. Et puis, il y a aussi, j'allais dire, à un niveau social, on a oublié comment on dormait. On a un peu oublié, par exemple, l'importance du rituel du coucher, qui est quelque chose qu'on apprend à nos enfants, mais qu'on oublie très vite quand on grandit, de se préparer à aller dormir, par exemple. Parce que si on parle souvent des temps d'écran. Si on est sur son écran juste avant, sur son téléphone et même dans le lit, et que d'un seul coup on se dit « bon allez, hop, je me tourne, je dors », c'est très rapide comme transition pour le cerveau. Et on se retrouve là à penser à d'autres choses dans la journée, et donc on est au milieu de notre lit, rien pour nous stimuler, et on pense à ce qu'on vient de voir, sans doute des choses anxiogènes en plus sur nos téléphones, liées à l'actualité. Et évidemment, ça par exemple, c'est vraiment lié à notre mode de vie. Donc notre mode de vie est quand même assez anxiogène, et joue évidemment terriblement sur le sommeil. Et j'aime beaucoup la définition que tu viens de nous donner sur stress et anxiété. Stress, une réaction. L'anxiété, une réaction à un événement extérieur. L'anxiété, non, ça surgit en nous, ça vient de l'intérieur. Ça vient de l'intérieur, et puis c'est lié vraiment à ce que je projette. C'est vraiment lié à ce que je projette. Et à ce que je projette, et puis à ce qui parfois aussi s'auto-alimente à l'intérieur. Les pensées qui vont être ruminées comme ça encore et encore, et on rentre dans quelque chose. Là, on est vraiment dans de l'anxiété. Le stress, c'est plutôt quelque chose qui nous protège en règle générale, mais évidemment, il ne faut pas tomber dans les extrêmes. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a des gens qui vont avoir une tolérance au stress assez basse, et donc qui vont se sentir beaucoup stressés. Donc là, c'est un travail qui est différent, parce que c'est juste que l'environnement les stresse tout le temps. Donc c'est encore quelque chose de différent. Et en troisième cause, peut-être des troubles de sommeil, est-ce qu'on pourrait mentionner peut-être la dérive productiviste de la société, avec une injonction à travailler en permanence, et un sommeil qui semble parfois vu comme une sorte de perte de temps, là où dans l'histoire, on a pourtant eu des hommes politiques ou des dirigeants de premier rang qui affirmaient leur addiction à la sieste, leur plaisir de s'endormir. Est-ce que tu le perçois aussi ? Oui, le côté productiviste de la société actuelle, ça joue beaucoup sur ça. Tu disais, à juste titre, l'idée... on a tous vu passer des posts sur « vous passez X années de votre vie à dormir, il faut dormir moins ». Déjà, il y a une question que j'ai envie de me poser, c'est dormir moins, oui, mais pour faire quoi ? À quoi ça sert de se libérer du temps ? Souvent, c'est pour travailler plus, finalement. Je me demande vraiment, chacun voit midi à sa porte, mais c'est quelque chose, en tout cas, que moi, je remets quand même en question. Et c'est vrai que le sommeil, en plus, on le sait, c'est central dans la récupération de nombreuses capacités cognitives. C'est au centre de notre récupération musculaire, c'est au centre de beaucoup de choses. Et évidemment, sur les dernières années, on l'a tous vu, on a vu par exemple des choses qui sont couchez-vous plus tôt. Par exemple, comment ça s'appelle ? Miracle Morning.
On a tous vu ça, on a tous lu le livre, j'imagine que tu l'as lu. Absolument. Voilà, se coucher plus tôt, se lever plus tôt et commencer sa journée. Bon, moi, il se trouve que assez naturellement, là, dans ma période de vie actuelle, je me lève entre 6h30 et 7h du matin, dans ces eaux-là. Mais c'est parce qu'il fait beau, parce qu'il y a du soleil, parce que je me sens bien, parce que je suis en pleine énergie. Et ça se fait naturellement, je me lève sans aucun réveil. En hiver, ou des moments où je suis plus fatigué, je m'organise différemment et puis je me lève peut-être à 8h, peut-être à 9h, parce que j'ai besoin de plus d'heures de sommeil. Et il y a ça aussi, c'est-à-dire que on est dans un monde actuellement où on veut cadrer, où il faut un certain nombre d'heures de travail, un certain nombre d'heures pour dormir, et puis surtout, il ne faut pas perdre de temps. Sauf que le sommeil, ça ne marche pas comme ça. Le sommeil, on ne le cadre pas. Notre besoin de sommeil, il s'impose à nous. Donc, il y a des moments de vie où on peut dormir 6 heures et ce sera très bien, et des moments de vie où il faut dormir 8 heures, et c'est ça dont on a besoin. Et on pourrait parler d'ailleurs de certaines dérives des montres connectées qui traquent notre temps de sommeil, et on peut se poser la question si elles ne font pas autant de mal que de bien. Tu as commencé à y répondre, mais il faut que je te pose quand même la question, avant qu'on arrive à l'hypnose du sommeil, quelle est l'ampleur des risques associés à un manque de sommeil ? En quoi c'est dangereux pour notre état physique, mental, pour nos relations ? Il y a beaucoup de choses qui sont liées au sommeil. Donc on le disait, effectivement, pour les sportifs, par exemple, il y a la récupération musculaire. Quand on discute avec Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec des sportifs de haut niveau, et le sommeil fait partie de leur entraînement, dans l'idée. C'est-à-dire que après, avant un grand entraînement, ils savent, dans des périodes, justement, où c'est des périodes de concours, par exemple, c'est des périodes de tournois, ils savent que là, justement, il faut dormir bien, parce qu'il faut récupérer, parce que musculairement, il faut être d'attaque dès le lendemain ou dès le surlendemain pour une nouvelle séance. Donc, c'est très important. Il y a effectivement un impact qu'on peut voir au niveau cognitif, qu'on ressent tous quand on est crevé. On sent bien qu'on n'est pas au même niveau. Mais le petit truc un peu piège, c'est que quand on n'est pas crevé, mais juste qu'on manque d'énergie parce qu'on n'a pas assez dormi. Mais il y a quelque chose qui nous tient un peu, on le sait, par exemple, quand on fait des quasi-nuits blanches, le lendemain, on arrive un peu à tenir, il y a un truc énergique qui nous tient avant de s'effondrer. Dans ce moment-là, on a l'impression qu'on est à 100% de notre capacité et qu'il n'y a pas de problème. Mais non, quand on fait passer des tests à des gens qui manquent de sommeil, on le voit, il n'y a pas du tout la même capacité cognitive. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'intelligence, entre guillemets, et de l'intelligence émotionnelle aussi, parce que si j'ai la cognition à terre, ça va être pareil. Dans les relations humaines, il y a aussi ça. Il y a, tiens, qu'est-ce que l'autre est en train de me dire ? Qu'est-ce que je ressens quand il me parle ? Ça me fait penser à quoi ? Toute cette liberté de penser, elle est enrouée. Elle ne se fait pas forcément. Et puis aussi, il y a le côté... la sensibilité émotionnelle. Quand on est fatigué, on voit peut-être plus facilement que on est peut-être plus ému face à un film, par une musique, par quelque chose. Donc il y a aussi un endroit où ça nous rend d'une sensibilité un peu moins contrôlée. Ce qui est pas mauvais, c'est-à-dire qu'il y a des moments, d'ailleurs il y a dans certains processus avec certaines écoles, etc., on joue sur créer un peu de manque de sommeil pour s'ouvrir. Mais c'est des endroits où c'est contrôlé, c'est des endroits où on n'est pas fatigué, émotionnellement à fleur de peau, et on doit se prendre 1 heure de métro le matin, 1 heure de métro le soir, arriver dans Paris. Enfin, c'est des moments où on évite, par exemple, de regarder les infos. Enfin, voilà, le manque de sommeil, cet impact-là. Et puis, tu parlais aussi, je ne sais pas si c'est une de tes questions, mais tu parlais aussi des drogues qu'on peut prendre pour nous aider, des médicaments qu'on peut prendre pour nous aider. Donc, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas le diaboliser, et ça fait partie vraiment des cartes, mais il ne faut pas oublier qu'il faut que ce soit dans un temps limité. Parce que les hypnotiques, donc, par exemple, qui sont des médicaments qui nous aident à dormir, ça a l'avantage de nous faire dormir, mais on sent bien, quand on prend un hypnotique, on sent bien que le lendemain, on n'est pas reposé pareil, ça n'a pas le même effet. Et donc, oui, ça nous force à nous reposer un peu, ça met un peu la machine à l'arrêt, mais ça ne remplacera jamais un sommeil profond, naturel. Et là, il faut aller sur d'autres techniques pour le créer, ce sommeil-là. Il y a, on peut le dire, des effets secondaires aussi chez les somnifères, somnolence durant la journée, la dépendance aux somnifères, problème de mémoire. Et puis il y a un truc dont on parle jamais, c'est l'apnée du sommeil. Apnée du sommeil, qui est grandie par justement les somnifères, et qui là, l'air de rien, on pourrait se dire, bon, c'est de l'apnée du sommeil, ça arrive, mais l'apnée du sommeil, même en petite dose, ça peut créer des problèmes cardiaques, ça peut créer d'autres problèmes. Donc ça ouvre
à tout un panel pathologique qu'on n'avait pas avant. Donc c'est pour ça, oui, c'est intéressant, mais voilà, il y a des contreparties. Et alors, l'hypnose du sommeil, pourquoi ça marche et qu'est-ce qui différencie cette approche d'autres solutions ? L'hypnose du sommeil, alors déjà, l'hypnose. L'hypnose a cet avantage-là de pouvoir être travaillée dans plein de directions différentes au niveau corporel. On va pas, voilà, on a qu'un peu de temps ensemble, donc on va pas totalement déplier ce qu'est l'hypnose, mais avec l'hypnose, on s'imagine toujours qu'on va travailler forcément dans un truc de la relaxation du corps. Pas forcément. On peut travailler dans cet axe-là, on peut travailler dans de la tension corporelle. Moi, je fais beaucoup aussi de séances que je fais debout, avec les gens qui sont hypnotisés et qui sont debout. Donc évidemment, dans ces moments-là, on ne travaille pas sur une détente, parce qu'autrement on finirait par terre. Mais malgré tout, dans ces axes-là possibles, il y a la relaxation corporelle. Donc ça, c'est la première chose. Avec l'hypnose, on peut aller travailler le corps, on peut aller travailler la détente. Même moi, quand j'ai un peu de mal à m'endormir le soir, ou quand je me sens un peu tendu, il y a des moments où j'essaie de prendre conscience de mon corps, de comment je suis là, et je me rends compte que j'ai même pas la tête qui est totalement posée sur l'oreiller. Et que donc ça demande de la conscience de me dire attends, relâche la tête. Et puis je peux faire attention au corps un peu, et puis ok, l'épaule non plus, elle est pas détendue. Ok, détends l'épaule. Et donc il y a aussi des moments où si on porte attention à ça, on se rend compte qu'on est en train d'essayer de dormir, alors qu'on n'est pas détendu. On est allongé, mais on n'est pas détendu. Donc déjà, ça porte de la conscience à cet endroit-là, et ça aide à créer de la relaxation. Et puis ensuite, il y a des techniques qui sont beaucoup plus liées justement avec l'hypnose, qui sont des techniques qui sont liées à l'imaginaire. Par exemple, de pouvoir imaginer un lieu, chacun peut imaginer le sien en plus, c'est un peu ça la magie de l'hypnose, de pouvoir imaginer un lieu, moi que j'appelle un lieu du sommeil. Ou moi par exemple, mon lieu du sommeil, à chaque fois que je l'imagine, j'arrive plus ou moins au même endroit, c'est une forêt avec une rivière qui coule à côté. Pourquoi ? Parce que le bruit de l'eau m'a toujours détendu. Et donc, j'imagine ça. Et puis, j'imagine un insecte qui est en train de bouger. Et puis, d'un seul coup, je me focus sur l'eau qui est en train de glisser. Et puis, sur un son que je vais imaginer. Et d'un seul coup, je me retrouve plus dans mon lit à essayer de dormir. Je suis dans cet univers-là, que j'ai créé parce que c'est un univers qui me crée du sommeil. Et donc, il y a vraiment cet avantage-là en hypnose. Alors ça, beaucoup pourraient dire, oui, mais c'est juste de l'imagination, c'est pas forcément de l'hypnose. Alors, en fait, tout dépend de comment on l'amène, cette chose-là. Mais quand bien même, ça je le dis pour les gens qui nous écoutent, quand bien même vous ne savez pas faire d'hypnose, vous n'avez jamais appris l'auto-hypnose, de juste déjà regarder un peu son corps, essayer de se détendre, et puis d'essayer de juste imaginer un lieu qui nous fait du bien. Pas juste y penser, mais essayer d'imaginer les détails. Si ton lieu à toi, Alexandre, c'est assis sur le bord du mont Everest, et bien d'essayer de regarder, tiens, c'est quoi la montagne là-bas, à quoi elle ressemble ? Et puis ici, est-ce qu'il n'y aurait pas un animal ? Tiens, s'il y avait un animal, ce serait quoi ? Et comment il se déplace ? Et puis tiens, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre ? Et puis c'est quoi la sensation sur la peau ? En t'en parlant, j'ai des frissons, c'est drôle. J'ai le vent de l'Everest sur la... tu vois, il y a vraiment cette chose-là, d'aller dans un univers où on n'est plus dans le lit en train d'attendre. On est dans un endroit qu'on imagine pour nous détendre. Et le deuxième effet qui se coule de ça, c'est que non seulement on n'est plus dans notre lit, mais on n'est plus dans notre tête. On n'est plus en train de penser à demain, à après-demain, à est-ce que j'ai envoyé tel dossier, tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est vraiment l'hypnose, voilà, grâce à toutes ces techniques-là, ça aide quand même beaucoup, beaucoup à aller trouver du repos. C'est pas magique. L'hypnose ne sera jamais magique, que ce soit pour le sommeil ou que ce soit pour toutes les problématiques du monde, mais c'est quand même une sacrée carte. En t'écoutant, je me souviens que ma maman m'a élevé en me disant à chaque fois qu'il y avait des pluies très fortes durant la nuit. Mais c'est génial, c'est super de dormir sous la pluie. Elle me répétait ce mantra tout le temps, ce qui fait qu'aujourd'hui, je dors très bien. Je n'ai jamais d'insomnie quand il pleut. Ouais. Et pour la petite histoire, d'ailleurs, par rapport à ça, alors moi, je suis pareil que toi. J'adore, il faut bon voilà, alors ça va être un peu d'histoire personnelle, mais moi, je viens d'une famille qui n'a pas beaucoup d'argent. Et en fait, il y avait ma maison, et en fait, ma chambre, donc il y avait la maison de mes parents, etc. Et en fait, les chambres étaient des cabanons de jardin qui ont été accolés à la chambre. Donc sans isolation, c'est vraiment des cabanons de jardin, et on a juste percé dans le mur extérieur de la maison une porte, et on a collé les deux cabanons en se disant tiens, c'est une pièce en plus. Et c'était ma chambre. Et du coup, c'était dans le sud de la France, alors il faisait très chaud en été et assez froid en hiver. Mais le plaisir, c'est que lorsque la pluie tombait,
ben, j'étais envahi par ce son-là, parce que évidemment, dans un ballon de jardin, on n'a que ça. On entend. Voilà, et ça me berçait. Et donc, sur les séances d'hypnose que je fais sur YouTube, il y a 1 ou 2 séances où, en fond, alors il y a des séances où je mets pas du tout de musique, pas du tout d'ambiance, où je suis que avec la voix, et il y en a d'autres où je m'amuse à créer des environnements, alors soit avec de la musique, soit parfois avec quelques petits bruits, par exemple le vent ou la pluie. Et ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai créé celle où j'avais mis de la pluie, et un très 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 léger orage au fond, ça a été un des best-sellers, c'est-à-dire qu'il y a eu énormément de vues. Et en même temps, dans les commentaires, on voyait aussi des gens qui disaient « Mais c'est impossible de s'endormir avec cette pluie, moi ça m'angoisse ». Et pourquoi j'en parle là ? Parce que justement, c'est aussi intéressant de se dire qu'il n'y a pas une technique qu'il faudrait appliquer en se disant « Celle-là, elle fait dormir tout le monde ». C'est pas vrai. On peut connecter et porter attention à son corps de plein de manières différentes. On peut imaginer plein de sons différents. Ou alors, même si on a des applications qui permettent de se mettre des sons, des ambiances, il faut prendre le temps d'essayer, de tester, de dire « Ah, ça marche bien, ça marche moins bien ». Voilà, il n'y a pas une recette magique, ça n'existe jamais. Chacun son lieu. Est-ce que, par contre, tu as vu des patients retrouver un sommeil de bébé après une séance d'hypnose du sommeil, après pourtant des années de galère, des années d'insomnie ? Alors oui, mais ça se fait plus dans de l'accompagnement. Là, on s'éloigne un peu de ce que moi, par exemple, je propose sur YouTube. On est beaucoup plus sur de l'accompagnement individuel, où là, on va effectivement... Alors là, il y a plusieurs manières de travailler, parce qu'on est sur de l'accompagnement individuel. Donc oui, il y a un peu d'éducation, par exemple, justement, aux techniques de relaxation corporelle, à de l'auto-hypnose, à des choses que eux-mêmes peuvent mettre en place le soir. Il y a aussi ce dont on a parlé là, et je le redis très fort pour les auditeurs qui nous écoutent, sur la ritualisation du coucher. C'est vraiment, ça c'est vraiment quelque chose à ramener dans notre quotidien, et ça aide beaucoup, beaucoup. Et c'est d'ailleurs un des travaux aussi qu'on peut faire avec l'hypnose, c'est-à-dire que il y a des séances d'hypnose que je fais en individuel, où le but est pas forcément de travailler sur le sommeil directement, mais c'est de mettre la personne en état d'hypnose, qui est un état dans lequel on est suggestif, etc. Il y a plein de choses qui se passent, mais aussi qui libère beaucoup l'imagination. Et à cet endroit-là où on est un peu libéré de l'imagination, de dire, tiens, maintenant, tu vas imaginer, qu'est-ce que ce serait ton rituel parfait du coucher ? Qu'est-ce que c'est ? Libère toutes les croyances de « il faudrait lire, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela ». Tiens, si tu te vois là ce soir, qu'est-ce que tu es en train de faire pour te faire du bien ? Et c'est hyper important, parce qu'il y a des gens qui vraiment se disent « Ah ben, j'avais jamais pensé, mais en fait, je crois que avant de me coucher, je veux prendre une tisane sur ma terrasse. » Super, prends une tisane sur ta terrasse et vois comment ça va se passer. Et donc, il y a cet axe-là. Et puis, évidemment, il y a l'axe du travail avec l'environnement. Souvent, on se dit « Oh là là, je dors mal, il faut que je travaille sur le sommeil. » Mais si on a un travail qui nous plaît pas, avec un boss horrible, avec des collègues toxiques, si on est dans une relation amoureuse qui se passe très très mal en ce moment, ou peu importe, tous les problèmes de la vie qu'on peut avoir, c'est un peu normal parfois d'avoir des périodes aussi où cette chose-là nous habite beaucoup. Donc, on peut, avec certaines techniques, le diminuer et essayer de dormir, mais sans doute qu'à ce moment-là, la meilleure manière de travailler sur son sommeil, c'est de ne pas travailler sur le sommeil et plutôt de travailler sur le problème qui vient nous gratter encore et encore. Sur le problème en amont. C'est ça. Alors, j'ai évidemment envie de te demander de nous peut-être faire un exercice en direct. Est-ce tu peux nous faire un aperçu d'une séance d'hypnose de sommeil ? Je peux te laisser 2-3 minutes. Moi, je peux fermer les yeux et on va voir si je m'endors ou pas. Ouais, on peut faire un petit exercice déjà sur juste porter l'attention au corps, ce qu'on disait tout à l'heure, parce que les séances d'hypnose pour le sommeil, elles sont parfois un peu longues, mais en 2-3 minutes déjà, on peut se poser et se détendre. Génial. Et écoute, on va y aller, et je rappelle à nouveau l'avertissement à toutes celles et ceux qui nous écoutent. N'écoutez pas cet épisode si vous êtes en train de conduire une voiture ou de faire une activité qui vous demande d'être très présent physiquement. Thibaut, je te donne la main. Je vous invite du coup à fermer les yeux, à prendre juste le temps déjà de vraiment vous poser, c'est-à-dire de poser vos mains, de poser vos pieds, de vous caler bien dans la chaise où vous êtes. Et puis d'abord, juste de commencer par porter attention à votre respiration. Et juste ça pour le moment.
de pouvoir être curieux de voir si elle semble plutôt rapide, si elle semble plutôt lente. De regarder si elle vient plutôt du ventre, plutôt des poumons ou de quelque part entre les deux. Certaines personnes peuvent ressentir la respiration très bas dans le ventre ou très haut. Essayez juste de percevoir où elle est là pour vous. Sans porter attention à déjà ce qui peut sembler changer dans le corps. Peut-être que les mains, peut-être que la tête, peut-être que d'autres endroits commencent à peser un peu. Et essayez de percevoir comment votre respiration semble évoluer là. Ce qui nous intéresse souvent dans ces moments-là, c'est ce qui bouge, c'est ce qui change. Est-ce que la respiration se ralentit? Est-ce qu'elle semble se déplacer dans le corps? Est-ce que d'autres choses intrigantes semblent se passer dans le corps? Des micro-mouvements, des sursauts. Et dans la respiration, quand on cherche le sommeil ou la détente, le plus intéressant, souvent, c'est ce moment de l'expiration, où le corps tout entier semble s'abandonner pendant quelques secondes. Dans le creux de l'expiration, tout à la fin, avant que l'air ne revienne. Dans ce moment-là, parfois les épaules se détendent. Et vous pouvez peut-être le percevoir là. Chaque expiration peut vous emmener un peu plus loin, détendre vos épaules, poser vos mains. Le visage, la tête peut pencher. Et tout doucement, vous pouvez peut-être percevoir comment vous semblez glisser à l'intérieur de votre propre corps. Comme si l'environnement disparaissait. S'éloigner de plus en plus alors que vous là, vous vous rapprochez de vous-même. Prenez le temps d'imaginer là, dans ce moment-là particulier, à quoi ressemblerait ce lieu du sommeil dont nous parlions tout à l'heure pour vous? Quel serait le lieu le plus agréable pour vous endormir? C'est peut-être un lieu que vous connaissez, un lieu imaginaire. Regardez autour de vous. Qu'est-ce que vous pouvez y voir?
des animaux, des décors, des paysages. L'horizon est peut-être dégagé. Vous pouvez être partout. Assis sur le bord de la lune. Allongé sur la plage. Et ce lieu-là qui commence à se créer, j'aimerais vous proposer de le garder avec vous. Pour que ce soir, peut-être, vous puissiez essayer de vous endormir en l'imaginant, en vous projetant là. Certains l'imagineront flou, d'autres net, d'autres en entier ou par bribes. Mais ce lieu-là, vous pourrez le réutiliser quand vous voulez. Et puis tranquillement, à votre rythme, de prendre le temps de se reconnecter avec ce corps qu'on avait presque oublié, de rouvrir les yeux et de revenir totalement ici. Eh bien, je vais essayer, Thibaut. Et alors, je le rappelle, pour ceux qui nous écoutaient là, de ne pas, juste après, là, par exemple, même si vous n'êtes pas en voiture, de faire attention si vous êtes dans la rue, par exemple, avant de traverser, toutes ces petites choses-là où on peut être un peu dans son univers encore pendant quelques temps. Voilà, de porter de l'attention à ne pas faire n'importe quoi là. C'est ok d'être un peu groggy, parfois, après une expérience comme ça. Mais je suis justement un peu groggy, Thibaut, parce que c'est la première fois que je vis ce genre d'expérience au micro, de graines de métamorphose. Non, écoute, merci beaucoup pour cette initiation et cette technique du lieu du sommeil que peut-être à titre personnel je vais garder. Je trouve très efficace. Alors justement, tu viens de nous partager ce que je pourrais appeler une technique, la technique du lieu du sommeil. Mais dans l'efficacité de l'hypnose du sommeil et de l'hypnose en général, qu'est-ce qui dépend de la technique utilisée et qu'est-ce qui dépend de la relation que je tisse avec l'hypnothérapeute? J'aurais tendance à dire que, mais ça c'est vraiment une vision personnelle, c'est que pour moi tout, alors peut-être pas tout, mais en grande partie, repose plutôt sur le lien. Plutôt sur par exemple même les gens qui peuvent venir faire des séances en ligne sur YouTube. Donc on pourrait s'imaginer qu'on n'est pas en lien, on pourrait s'imaginer que non, c'est quelque chose de préenregistré, mais pour autant il y a quelque chose où ils me choisissent, ils me voient, je parle quelques minutes avant de commencer la séance, et je suis prêt à parier que si les gens à ce moment-là ne me sentaient pas, et se disent, et totalement légitimement, c'est totalement ok pour moi que certains se disent « Oh là là, non, lui je le sens pas, non, j'y vais pas ». Eh bien, ça joue bien sûr sur l'hypnose qui est après. Ça joue sur la confiance, sur le fait de se dire ok, non, cette personne elle est, je sais pas ce qu'on peut utiliser comme terme, bienveillant ou vrai, mais les personnes me sentent ou sentent l'autre et se disent ok, là je peux lâcher prise, là je peux y aller, là j'ai confiance. Et c'est la même chose évidemment quand on est dans un cabinet. On pourrait s'imaginer que l'hypnose c'est des techniques. On pourrait s'imaginer que ça repose que sur ça. Il y a des techniques en hypnose. Quand je dis il y a des techniques, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on réutilise souvent en se disant tiens, par exemple, le lieu du sommeil, tiens, ça pourrait être intéressant. Mais encore, même quand on dit technique du lieu du sommeil, on pourrait le transformer en protocole en disant il faut faire ceci, il faut faire cela, étape 1, étape 2, étape 3. Mais ce serait se déconnecter de l'autre, de se dire tiens, il y a un protocole et je vais te l'appliquer. Le but quand on fait de l'accompagnement, c'est plutôt quand on est en train de discuter, quand on est en train de déplier tranquillement le problème, de se dire tiens, telle étape, ça pourrait être intéressant pour lui. Tiens, puis il m'a parlé de, je sais pas, par exemple, il m'a parlé du fait qu'il adorait les abeilles. Tiens, peut-être que dans ce que je suis en train de dire, je vais peut-être faire tout un passage sur les abeilles, la manière dont elles voyagent, et puis je vais peut-être jouer sur l'imaginaire autour de ça. Et donc, oui, il y a des techniques en hypnose, mais je crois que les techniques, elles ne sont que là dans une optique d'apprentissage.
Le plus vite on se sépare de ces techniques-là, et où ça devient juste de l'hypnose qu'on peut utiliser dans plein de directions différentes, selon la personne qui est en face, plus, à mon avis, on est au bon endroit de l'accompagnement. Donc oui, il y a des techniques, il y a des choses à apprendre, mais pour s'en libérer. En t'écoutant, je suis obligé de penser au magnifique documentaire Netflix sur la relation entre l'acteur américain Jonah Hill et son thérapeute, je crois que c'est un psychanalyste ou un psychiatre, Stutz, S-T-U-T-Z, et Jonah Hill a été beaucoup aidé par ce thérapeute au point de décider de réaliser un documentaire sur lui, mais au final le documentaire porte sur leur relation à eux deux, et c'est, je trouve, un magnifique exemple de ce qui se passe quand il y a une belle relation entre un patient et son thérapeute. Tu es également formé à la Gestalt thérapie. Ça semble jouer un rôle très fort dans la vision que tu as, cette vision humaniste. Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas forcément ce que c'est quoi la Gestalt ? Alors c'est toujours difficile, pour moi en tout cas, c'est toujours difficile de l'expliquer comme ça, mais l'approche gestaltiste, c'est une approche, on l'appelle souvent la thérapie du lien. Parce que justement, c'est ce qu'on regarde, alors évidemment il y a derrière, alors je dirais pas des techniques, mais il y a des grilles de lecture de ce qui est en train de se passer dans l'accompagnement, qui nous permet de lire ce qui se passe là. Tiens, quand la personne me dit ça, est-ce qu'elle est en train d'éviter ma question ? Est-ce qu'elle de quelle manière elle me répond ? Donc il y a des grilles de lecture de ce qui est en train de se passer, mais le principe surtout, c'est de se dire que l'important c'est ce qui se passe là, maintenant, entre nous deux. Et que très souvent, quand on a des problématiques à l'extérieur, en fait, elles se rejouent. Une petite partie de la problématique se rejoue entre nous, à un moment ou à un autre. Et ne serait-ce que quand tu peux m'expliquer, tiens, bah voilà, en ce moment, au boulot, ça va pas très bien, ou avec ma compagne, ou avec mon mari, il se passe ça. Et ben, souvent, quand tu m'en parles, sans doute qu'à l'intérieur s'activent certaines choses qui sont activées vraiment par cette situation-là. Et donc, sans doute que la manière dont tu m'en parles, les émotions, le rythme, la manière dont tu bouges à ce moment-là, veut dire quelque chose de toi-même à l'extérieur. Et donc c'est ça qu'on regarde aussi. Et puis on regarde aussi comment ça se joue entre nous. Tiens, quand tu me parles de ça, peut-être que moi ça me crée des sensations, ça me crée des idées. Ça ouvre peut-être aussi des pensées qui sont par rapport plutôt à mon histoire de vie. Et en fait, tout ça, là où d'autres approches peuvent se dire, c'est le thérapeute, c'est ce qui se passe chez le thérapeute, ça ne regarde pas l'autre. Oui, il y a des résonances, mais ça ne regarde pas l'autre. La Gestalt thérapie va plutôt être à un endroit de se dire, non, attends, ça se passe parce qu'on est tous les deux. Donc oui, il y a sans doute certaines choses qui me concernent que moi, et d'ailleurs souvent le travail en Gestalt, au début quand on l'apprend, c'est de faire la différence entre, tiens, qu'est-ce qui résonne parce que juste il y a deux histoires de vie qui se rencontrent, qui ont l'air d'être un peu similaires, et qu'est-ce qui résonne parce que non, là il se passe quelque chose qui est lié au moment, et qui peut être questionné. Par exemple, moi ça arrive beaucoup dans les accompagnements, que je puisse dire que voilà, je sais pas, la personne me parle de son problème, et puis il m'en parle avec de la tristesse peut-être, et que moi je l'écoute, je ressens cette tristesse-là, et puis je commence à sentir à l'intérieur une pointe de colère. Et je pourrais juste la balayer et me dire bon, je sais pas ce que c'est. Mais déjà je peux y penser. Alors peut-être ça arrive une fois, deux fois, et je me dis tiens, c'est quand même étrange qu'il se passe ça. Et du coup je peux le proposer à la personne qui est en face. Je peux dire oui, mais c'est marrant quand tu me parles de ça. Est-ce qu'il pourrait pas y avoir un peu de colère aussi là-dedans? Des fois on peut dire tiens, je ressens de la colère, mais c'est bien aussi de le laisser un peu général comme ça et de dire tiens, juste et la colère là-dedans. Et parfois, alors qu'elle n'avait pas du tout parlé de colère, elle va le choper et dire mais oui, mais totalement, mais oui, mais parce que derrière ce truc-là, en fait, ce que je voulais dire, c'est... Et puis hop, ça s'engouffre à cet endroit-là, qui était un endroit en fait qu'on sentait, mais qui n'était pas ouvert, qui était un endroit qui était là, mais qui n'était pas partagé. Et donc, pour moi, que ce soit la Gestalt, évidemment, ce positionnement-là, qui est vraiment un positionnement donc de regarder ce qui se passe dans le lien et d'être vrai soi aussi, c'est-à-dire surtout le thérapeute ne joue pas un rôle. Il ne joue pas le thérapeute parfait, il joue pas l'humain parfait. Évidemment que c'est un rôle qui est particulier, on n'est pas juste au café du coin en train de boire une bière,
mais pour autant, on est vrai dans la relation. On se cache pas. Et ça, pour moi en tout cas, c'est venu beaucoup, beaucoup nourrir ma formation d'hypnose, parce que d'abord j'ai été formé à l'hypnose, puis plus tard à la Gestalt, parce que justement je sentais qu'il y avait un manque. Pour moi, je trouvais que la manière dont j'avais appris l'hypnose et dont on apprenait l'hypnose un peu en règle générale était non pas quelque chose où on apprend un protocole et on l'applique. Il y a certaines écoles qui font ça, mais heureusement très peu. Mais il y avait quand même quelque chose qui était très empreint de PNL, dans le sens mauvais, entre guillemets, de la PNL, un peu manipulant. PNL pour programmation neurolinguistique. Voilà, programmation neurolinguistique, qui est une approche d'accompagnement aussi, qui marche très très fort dans le coaching, et qui effectivement a sa place dans le coaching, dans des endroits où justement, on travaille peut-être parfois, parfois pas du tout, mais on travaille peut-être un peu moins sur l'être, mais plus sur la productivité, être assez ceci, être assez cela. C'est une approche très populaire aux États-Unis. Oui, et qui a des avantages, mais en tout cas, je trouve que l'hypnose, au début, quand j'ai été formé, avait ce truc-là de, par exemple, si quelqu'un pouvait dire « je ne me sens pas capable », évidemment, je grossis un peu le trait, mais de pouvoir dire « ah oui, tu ne te sens pas capable pour l'instant ». Et en fait, je trouve ça insultant. En le disant, je trouve ça, oui, évidemment que d'utiliser la linguistique pour rouvrir à certains endroits, c'est intéressant. Mais il ne faut pas être juste dans quelque chose de « je prends et je transforme ». Quelqu'un qui va, par exemple, et c'est pour ça que je parle de cette dérive-là, c'est que on a retrouvé donc ce mouvement-là de prendre et de transformer tout de suite dans l'hypnose. Par exemple, quelqu'un qui pouvait arriver en cabinet et dire « ah en ce moment je me sens triste ». Je le fais un peu compressé, mais en ce moment je me sens triste. La manière dont j'ai été formé à l'époque, c'était beaucoup plus axé à se dire, par exemple, ok, ferme les yeux, hop, état d'hypnose. Comment tu perçois cette tristesse ? Elle est rouge, elle est petite, c'est une petite boule dans le ventre. Ok, et si on la sort du ventre, et si maintenant elle devient, ce serait quoi la couleur de la joie ? Vert. Ok, si maintenant elle est grande et elle est verte, comment ça va ? Ah ça va mieux. Super, hop, bonne journée. Et oui, la personne part, elle va mieux, sur le coup. Parce que là, à ce moment-là, elle a travaillé sur ça, que le fait est que l'hypnose permet, grâce aux suggestions, justement, de se connecter avec d'autres émotions, avec d'autres pensées, avec d'autres choses, comme on peut le faire là avec l'imagerie par rapport au sommeil. Donc sur le coup, oui, on se sent moins triste. Mais ça n'empêche qu'il y a une problématique parfois plus profonde, qui n'a pas du tout été travaillée. Il y a une problématique peut-être avec l'environnement qui rend triste, qui n'a pas du tout été travaillée. Et donc, je trouve que c'est beaucoup plus important d'être dans le lien et de ne pas vouloir changer l'autre. De se dire, non, raconte-moi comment t'es triste. Raconte-moi ce que ça te fait vraiment d'être triste. Et puis, raconte-moi ta vie. D'où elle vient, cette tristesse-là ? Est-ce qu'elle était déjà là avant ? Est-ce que tu connais ça dans ta famille ou dans ta vie ? Est-ce que ça parle, à quel endroit ça parle de toi aussi ? Et puis, de peu à peu, commencer à percevoir un peu l'autre, parce qu'il nous ouvre des portes. Il nous permet un peu de peindre notre tableau. Et par moment, on va avoir des endroits où on va se dire, voilà, ça, ce sujet-là, là, la prochaine fois qu'on va se voir, on va faire de l'hypnose dessus. Et c'est pas forcément ce pourquoi elle est venue. Mais, avec l'échange, de séance en séance, on va percevoir, peu à peu, où pourrait se situer l'un des nœuds. Et parfois, ce nœud-là, il faut en parler, juste, et puis en parler, ça va le délier. Et puis parfois, grâce à ce fabuleux outil qu'est l'hypnose, on peut se dire, oui, on pourra en parler, mais on peut aussi la agir. Donc, on va agir, on va voir ce qui se passe. Donc, l'invitation que on pourrait formuler à des personnes qui ont envie de démarrer une thérapie par l'hypnose, c'est d'être vraiment présent avec leur hypnothérapeute lors de la séance, de ne pas le considérer comme une forme de robot qui va débiter des techniques, mais d'aller vraiment s'abandonner dans cette relation et en espérant que la personne en face fasse de même. C'est ça, il y a moi, ce que je souhaite, ce que j'appelle de mes voeux, c'est un double mouvement. C'est que effectivement, la personne qui aille voir un hypnothérapeute n'aille pas le voir comme un outil, n'aille pas le voir comme un médicament, en se disant « je vais prendre un petit coup d'hypnose, je vais aller mieux ». Parce que oui, ça marche. Comme on prend les médicaments dont on parlait tout à l'heure, on le prend, hop, on va mieux. Mais on a travaillé sur le symptôme. On a travaillé sur ce que quelque chose crée, mais on n'a pas travaillé sur ce qui crée. Alors Thibaut, ça m'amène à ma dernière question. Donc tu es en train de créer une formation à l'hypnothérapie qui s'appelle l'école de formation professionnelle à l'hypnose. Je m'associe d'ailleurs avec toi
dans la création de cette formation et j'en suis ravi. Quelle pédagogie désires-tu transmettre ? Eh bien, c'est simple. Déjà, parce que j'ai trouvé que ce lien dont on parle là, que ce lien, il manque au domaine de l'hypnose, parce qu'on a tendance, beaucoup à s'enfermer dans des techniques qu'on reproduit en tant qu'hypno, parce que il y a ce truc-là aussi de la thérapie brève. Et donc, il faudrait aller très vite. Il faudrait changer en 2 coups de cuillère à peau la problématique de la personne. Donc, il y a pas que les hypnos qui sont en cause, évidemment que non. C'est tout un système. C'est qu'est-ce qu'on attend d'eux. C'est beaucoup plus large qu'eux. Mais déjà, de remettre le lien au centre. Et le lien, rentrer en lien, ça s'apprend. C'est quelque chose qu'on ne devrait pas avoir à apprendre. C'est quelque chose qui devrait être naturel. Mais il se trouve que socialement, ça ne l'est plus, en réalité, d'être en lien. L'écoute, elle n'existe plus vraiment. Enfin, dans notre société, il y en a très peu. Je donne un exemple très rapide. Et je veux culpabiliser personne. C'est normal, ça fait partie du monde dans lequel on est. Mais par exemple, moi, pendant très longtemps, avant que je me forme à des approches comme ça, quand quelqu'un, un ami par exemple, pouvait venir, on pouvait parler, et puis il se trouve qu'il vivait quelque chose de difficile, et il pouvait y avoir un moment où cette personne pouvait pleurer, et ben mon premier réflexe, comme je crois beaucoup de gens, ce serait, je simule un peu, mais ce serait de lui taper sur l'épaule, et de lui dire allez, ça va aller. Mais parce que là, ce que j'envoie comme message, c'est oulala, ton émotion là, moi ça me rend pas, je suis pas hyper à l'aise avec ça. Si on pouvait vite en finir avec cette émotion, parce que de toute façon ça va aller. Allez, sois un grand garçon. Et j'ai l'impression d'être dans le soutien. Mais peut-être que ce dont la personne a besoin en face, c'est d'en parler, c'est d'ouvrir, c'est d'être écouté. Et c'est pas d'être conseillé. C'est juste d'avoir quelqu'un qui lui dit ça va pas moins de pleurer, mais dis-moi qu'est-ce qui te fait pleurer là-dedans. Et comment tu te sens là ? Pourquoi il y a des larmes ? Et donc je crois que et ça c'est quelque chose que certains font très bien. Par exemple les gestaltistes font ça très très bien. Mais il me semble que cette approche-là justement, elle manquait à l'hypnose, parce que pour moi l'hypnose, il faut pas, la manière dont c'est appris là, et puis je crois que c'est fondamentalement le cas, c'est que c'est une technique. C'est pas forcément une approche. C'est un peu comme on pourrait dire, c'est un marteau. On peut faire plein de choses avec un marteau. Mais ça dit pas comment on s'en sert. Ça dit pas si on tape fort, pas fort, doucement, sur 3 clous en parallèle. Ça dit pas comment on s'en sert. C'est une superbe technique. Mais pour moi, souvent, elle s'appuie sur juste le fait d'être une technique. Alors que si elle s'appuie sur la relation, ça vient tellement nourrir l'échange, ça vient tellement nourrir justement nos séances d'hypnose. Et puis vraiment, je veux dire, on travaille pas du tout au même endroit. Quand on a quelqu'un moi, au début de ma pratique en tant qu'hypno, où j'avais pas justement cette ouverture-là, à cet endroit-là, les gens venaient avec une problématique et tout de suite je me disais, ok, telle problématique, qu'est-ce que je peux imaginer dans ma boîte à outils hypnotique qui marche ? Ok, bon, tel truc ça va marcher, paf. Et il se trouve que ça marchait. Mais ça marchait à un niveau, encore une fois, symptomatique. Ça marchait, oui, alors c'est très bien dans la thérapie de soutien, la personne traverse quelque chose de particulièrement difficile, on l'aide à traverser, et puis voilà. Mais par moment, il y a besoin d'aller un peu plus loin. Par moment, il y a besoin de vraiment aller toucher ce qui est derrière tout ça. Et puis du coup, oui, il se trouve qu'on va parler peut-être de choses qui sont liées à l'enfance, de choses qui sont liées au développement. Et voilà, et ça ouvre tout un pan. Petite parenthèse, mais depuis que j'ai cet axe-là, et ce qui n'est pas du tout un axe c'est-à-dire que je ne vais pas creuser. Je ne suis pas là en disant parle-moi de ta vie, je vais manger tout ton passé pour. Non, c'est juste, on est là et on laisse la personne parler. Et cette approche-là, elle m'a permis déjà de me rendre compte que les gens vivaient souvent des trucs beaucoup plus durs que ce qu'on s'imaginait au présent. Que les gens avaient vécu des choses beaucoup plus dures que ce qu'on pouvait s'imaginer. Que ça nous reconnecte vraiment avec quelque chose de l'humain, de se dire mais en fait peut-être pour certains la vie est facile et c'est ok, mais pour beaucoup de gens la vie est très dure, ou la vie a été très dure, et ils ont beaucoup de cicatrices, ces gens-là, et on s'en rend pas compte quand on reste en surface. On s'en rend compte totalement différemment quand on est dans le lien et qu'on est juste dans l'écoute, et l'écoute. Et rien que ça est déjà hautement thérapeutique. On peut, chacune des personnes qui nous écoutent là, voilà, on a tous vécu des choses parfois très difficiles, qu'on a gardées pour nous. Est-ce que vous pouvez imaginer le bien que ça ferait
d'en parler vraiment avec quelqu'un qui serait là pour écouter et qui juge pas. Et de pouvoir dire même nos pensées les plus inavouables, de les poser. Moi, ce que je dis souvent, c'est à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on les sort de notre corps. Littéralement. Et je crois que c'est vraiment ça. Il y a vraiment des gens pour qui juste en parler, être écouté, et que ça prenne plusieurs séances s'il le faut, c'est la chose la plus thérapeutique du monde. Pour entamer un vrai processus de guérison profonde. Merci infiniment Thibaut. Merci pour tous ces partages, merci pour cette initiation à l'hypnose du sommeil, et merci pour ta vision de l'hypnose comme une thérapie du lien. On peut te retrouver sur ta chaîne YouTube Thibaut Goutier, trouver ton livre Petit guide du langage hypnotique à l'attention des hypnotiseurs débutants et professionnels sur Internet, et donc retrouver cette école de formation professionnelle d'hypnose sur le site internet formation-professionnelle-hypnose.com. Merci. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « Graines de métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram « Graines de métamorphose ». On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Graines de métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.